Mes parents héritent du manoir de mon grand-père amiral et me mettent à la porte. Dévasté, je vois le notaire leur sourire. Avez-vous lu l'intégralité du testament? Il se fige. Le document stipulait que la première chose que mon père a dite après que le notaire a fini de lire le testament a été « Maintenant, tu comprends enfin ta place ». Je peux encore entendre le tintement des glaçons dans son verre de cognac quand il a prononcé ces mots. Nous nous tenions dans le grand salon du manoir de mon grand-père, cette même pièce où des ministres des armées, des sénateurs et des officiers hautement décorés avaient autrefois serré la main de l'amiral Thomas Valois. Le soleil de fin d'après-midi traversait le tapis persan, illuminant les boiseries vernies et les portraits d'hommes en uniforme disparus depuis longtemps. Ma mère se tenait près de la cheminée en marbre, les bras croisés, affichant déjà cette expression qu'elle prenait chaque fois qu'elle pensait avoir gagné. Et moi, j'étais là, toujours vêtu de mon uniforme bleu marine de cérémonie avec lequel j'avais conduit depuis la base de l'Orient, tenant ma casquette d'une main, comme si j'étais une simple visiteuse et non un membre de la famille. Puis, ma mère m'a regardé dans les yeux et a dit, « Il faudra que tu fasses tes valises ce soir. Cette maison nous appartient maintenant. » Mon père a ajouté avec une aisance presque cruelle, « Maintenant, tu es à la rue. » C'est à cet instant que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Avec le recul, je suppose que le choc n'aurait pas dû me frapper aussi fort. J'avais 32 ans, j'étais capitaine chez les fusiliers marins, et j'étais assez grande pour savoir que l'argent peut faire ressortir le pire chez les gens. Mais il y a quelque chose dans le fait d'être chassé de la maison où l'on a appris à marcher, à lire, à faire son deuil et à espérer, qui vous donne l'impression de redevenir une petite fille. Je n'ai pas protesté sur le moment. J'en étais incapable. Je suis resté planté là, les funérailles de mon grand-père encore ancrées dans mes os, à dévisager les deux personnes qui auraient dû me protéger. Mais j'anticipe. 3 jours plus tôt, je m'étais tenu dans la cour des Invalides en tenue de cérémonie, regardant les soldats plier le drapeau tricolore. Mon grand-père, l'amiral Thomas Valois, avait 92 ans lorsqu'il s'est éteint, et jusqu'à la dernière année de sa vie, il se tenait toujours comme un homme aux commandes. Il avait servi en Indochine en tant que jeune officier, puis en Algérie, et avait passé le reste de sa carrière à gravir les échelons avec cette discipline à l'ancienne que les hommes de sa génération semblaient porter aussi naturellement qu'une seconde peau. Il n'était pas un homme chaleureux en public. La plupart des gens se souvenaient de sa voix tranchante, de son dos droit, et de sa capacité à faire taire une pièce entière sans jamais élever la voix. Mais à la maison, avec moi, il était différent. Il m'a appris à faire un plat avant même que je sache faire du vélo. Il m'a appris à vérifier l'huile d'une voiture, à serrer la main correctement, à regarder les gens dans les yeux quand il parlait. Le samedi matin, il préparait des crêpes dans une vieille poêle en fonte et me laissait les noyer sous le caramel au beurre salé pendant qu'il buvait son café noir en lisant le journal. Quand j'avais 10 ans et que je rentrais à la maison en pleurant parce que des filles à l'école disaient que j'étais trop sérieuse et trop maladroite, il m'asseyait à la table du petit déjeuner et me disait « Le caractère a souvent l'air solitaire avant d'avoir l'air admirable. » Cette phrase m'est restée. Mes parents, en revanche, traversaient la vie comme des invités permanents attendant qu'on les serve. Mon père avait travaillé dans l'immobilier des années auparavant avec des résultats mitigés, et aimait parler de grandes opportunités qui ne semblaient jamais se concrétiser. Ma mère faisait partie de comités d'œuvres caritatives, principalement pour les déjeuners mondains et les photos. Ils aimaient le nom de l'amiral, son statut, les invitations qui découlaient de leur position de fils et belle-fille, mais ils n'aimaient ni la discipline qui l'accompagnait, ni ses attentes morales. Quand j'étais jeune, ils me laissaient au manoir pendant des semaines sous prétexte que grand-père appréciait ma compagnie. La vérité, c'est que c'est lui qui m'a élevé, bien plus qu'ils ne l'ont jamais fait. C'est pour cela que je me suis engagé dans l'armée. Les gens supposent que les filles suivent la tradition militaire familiale par obligation. Pour moi, c'était plus simple. Le service était le seul langage honnête que j'ai jamais connu. Mon grand-père ne m'a jamais poussé à porter l'uniforme. En fait, quand je lui ai dit que je voulais m'inscrire à l'école navale, il a simplement hoché la tête et a demandé « Le veux-tu assez pour en souffrir ?» Quand j'ai répondu oui, il a répliqué « Alors, mérite-le. » Et c'est ce que j'ai fait. Au moment de sa mort, j'avais 2 déploiements derrière moi et un corps qui se réveillait raide lors des matins froids. J'avais manqué des anniversaires, des Noëls et plus de mardis ordinaires que je ne pouvais en compter. Mes grands-pères comprenaient cette vie-là. Il ne s'est jamais plaint de mes absences. Il se contentait de m'écrire de courtes lettres de son écriture soignée, se terminant toujours par la même phrase, « Garde le cap ». Lorsque sa santé a définitivement décliné cet hiver-là, j'ai pris une permission et je suis rentré en Bretagne.
Le manoir était situé au bord de l'eau, près de Brest. C'était une bâtisse en vieille pierre avec de hautes fenêtres, le genre d'endroit où les gens ralentissaient pour l'admirer depuis la route. À l'intérieur, ça sentait la cire d'abeille, les vieux livres et l'air salin qui remontaient de la baie. Même en soins palliatifs, grand-père exigeait qu'on le conduise en fauteuil roulant jusqu'à sa bibliothèque l'après-midi. Cette pièce était son véritable royaume. Des livres d'histoire navale, des cartes encadrées, des maquettes de navires, et des fenêtres donnant sur l'eau gris-bleu. 2 jours avant sa mort, il m'a demandé de m'asseoir avec lui. « Tu es revenu ?» a-t-il dit. Évidemment que j'étais revenu. Il m'a observé un long moment. Son visage s'était creusé, mais ses yeux étaient toujours aussi perçants. Les gens se révèlent clairement quand la ligne d'ancrage cède. J'ai souri légèrement, sans comprendre. Ça ressemble à l'une de tes leçons. C'en est une. Il a posé sa main sur la mienne. Lis tout attentivement, Amélie. Surtout quand le chagrin rend tout le monde imprudent. Ce furent presque les derniers mots cohérents qu'il m'ait jamais dit. Aux funérailles, mes parents ont pleuré en public, accepté les condoléances et joué leur rôle à la perfection. Mon père arborait une expression héroïque qui ne lui appartenait pas. Ma mère portait la soie noire et le deuil comme des accessoires assortis. Les gens m'approchaient, de vieux officiers et leurs épouses, des voisins, et même un ancien colonel des troupes de marine qui avait connu grand-père à Paris. Ils disaient tous le même genre de choses. Ton grand-père était fier de toi. Il parlait constamment de toi. Il disait que tu avais la colonne vertébrale la plus solide de la famille. J'en étais reconnaissante, mais j'étais aussi épuisée. Le chagrin est un poids lourd à porter, quel que soit l'âge. Il s'installe derrière les côtes et transforme les tâches les plus simples en un véritable labeur. La lecture du testament a eu lieu le lendemain après-midi dans une étude notariale du centre-ville de Brest. C'était un endroit calme et désuet, avec des boiseries, des lampes en laiton et des diplômes encadrés jaunis par le temps. Le notaire, maître des champs, s'occupait des affaires de mon grand-père depuis des années. C'était un homme d'environ 70 ans, aux cheveux argentés, méticuleux et peu enclin aux effusions. Il a proposé un café auquel aucun de nous n'a touché, a ouvert le dossier et a commencé. Mes parents recevaient le manoir. Ils recevaient la Tesla. Ils recevaient d'importants comptes d'investissement et des collections d'art. J'entendais les chiffres, mais ils flottaient étrangement autour de moi, comme si j'étais sous l'eau. Quand il est arrivé à mon nom, il y a eu une pause. Puis une brève disposition, si courte qu'elle paraissait à peine réelle. Un legs personnel, quelques lettres, un cadre sous verre avec ses médailles, et la montre de mon grand-père. C'était tout. Ma mère a expiré doucement, satisfaite. Mon père s'est adossé à sa chaise comme un homme dont la chance venait enfin de tourner. J'ai senti la chaleur monter à mon visage, non pas de la colère, pas encore, mais de l'incrédulité. Non pas parce que je voulais son argent. Je n'avais pas passé ma vie d'adulte à dépendre de la fortune familiale. Mais parce que je le connaissais, de la même manière qu'on ressent l'arrivée de la pluie dans ses os. Mon grand-père n'aurait jamais confondu héritage et amour, mais il ne m'aurait jamais laissé à la merci de mes parents. Quand nous sommes sortis sur le trottoir par la suite, mon père a fait teinter la carte clé de la Tesla dans sa main et a dit « Eh bien, Amélie, je suppose que le vieil homme nous a tous surpris. » Il souriait en disant cela. Et au coucher du soleil, je me tenais dans le salon du manoir, entendant les mots qui allaient couper ma vie en deux. Maintenant, tu es à la rue. Ce qui est étrange avec l'état de choc, c'est le silence qu'il provoque. Quand mon père a prononcé ces mots, je m'attendais à ce que la colère monte en moi immédiatement, une sorte de protestation vive et justifiée. Mais rien de tel ne s'est produit. Au lieu de cela, tout est devenu étrangement calme en moi, comme l'air avant qu'une tempête ne s'abatte sur l'Atlantique. Je me tenais dans le salon, tenant ma casquette d'uniforme entre mes mains, fixant les 2 personnes qui m'avaient élevé, ou du moins, qui avaient été présentes durant mon enfance. « Vous n'êtes pas sérieux ?» ai-je finalement dit. Ma voix semblait plus calme que je ne l'étais. Ma mère a poussé un petit soupir impatient, comme si j'étais une adolescente refusant d'accepter une règle simple. « Amélie, ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Ton père et moi avons besoin d'intimité. Cette maison est à nous maintenant. » J'ai lentement parcouru la pièce du regard. Le portrait de l'amiral était suspendu au-dessus de la cheminée, son uniforme immaculé avec ses rangées de décorations sur la poitrine. Ce même portrait avait été là toute ma vie. J'avais grandi sous ce regard constant.
Pendant un instant, je me suis presque attendu à ce que le vieil homme entre depuis le couloir pour mettre fin à ces absurdités. Mais la maison semblait différente maintenant, plus silencieuse, plus froide. Mon père a traversé la pièce et a pris un verre en cristal sur la petite table. Il s'est servi du cognac de la carafe que grand-père gardait là depuis des décennies. « Tu as un bon travail », a-t-il dit avec désinvolture. « Tu es officier. Tu vas te débrouiller. » Il a fait tourner son verre. « Franchement, » a-t-il ajouté, « tu devrais avoir ton propre chez toi maintenant, de toute façon. » Quelque chose dans sa façon de le dire, comme si j'étais un désagrément dont on s'était enfin débarrassé, m'a noué l'estomac. « Je viens d'enterrer mon grand-père ce matin », ai-je répondu. Aucun d'eux n'a répondu. Ma mère a jeté un coup d'œil à la grande horloge comptoise près de l'escalier. « Si tu pouvais faire tes affaires ce soir, ça faciliterait les choses pour tout le monde. » C'est alors que la colère est enfin arrivée. Pas bruyante, pas explosive, juste une lente brûlure montant derrière mes côtes. « C'est chez moi aussi », ai-je dit. Mon père a haussé les épaules. Quoi? Il a pris une gorgée de cognac. Tu as entendu le notaire. Je me suis souvenu de quelque chose que mon grand-père m'avait dit quand j'avais environ 12 ans. Nous nous tenions sur le ponton derrière la maison, regardant les navires de la marine traverser lentement la rade. Les gens se révèlent dans 3 situations, avait-il dit. La guerre, l'argent et l'héritage. Je n'avais pas totalement compris ce qu'il voulait dire à l'époque. Maintenant, je comprenais. Mon sac marin était toujours à l'étage, dans la chambre où je dormais depuis l'enfance. J'ai monté les marches lentement, chaque marche de l'escalier grinçant sous mon poids. Le couloir était exactement le même. Des photos de famille bordaient les murs. Ma photo de remise de diplôme au lycée. Une photo de grand-père et moi debout à côté d'une frégate quand j'avais 13 ans. Une autre de lui épinglant mes premiers galons d'officier sur mon col. Je me suis attardé là plus longtemps que prévu. Cela avait été l'un des moments de ma vie dont j'étais la plus fière, et lui aussi. Quand j'ai atteint ma chambre, la fenêtre était encore légèrement ouverte, laissant entrer l'air frais et salin de la baie. Le lit était fait au carré. Ma valise trônait là où je l'avais laissée après les funérailles. Pendant un instant, je suis resté figé. J'avais passé près de 20 ans de ma vie dans cette pièce, à réviser pour des examens, à écrire des lettres à mon grand-père pendant ma formation d'officier, à faire mes sacs avant des déploiements, à rentrer épuisé et brûlé par le soleil après des mois à l'étranger. Et maintenant on me disait que je n'avais plus ma place ici. Je me suis assise au bord du lit et me suis frotté le visage. Ce n'était pas la perte du manoir qui faisait mal. Sincèrement, je me fichais de la maison, de la Tesla ou de tout l'argent. Ce qui faisait mal, c'était la rapidité de la trahison. Moins de 24 heures après les funérailles de grand-père, mes parents célébraient déjà leur héritage et m'effaçaient du tableau. Ce genre de froideur n'apparaît pas du jour au lendemain. Elle devait attendre depuis des années. J'ai fait mes sacs lentement. D'abord les uniformes, puis les vêtements civils, puis quelques livres. Dans le tiroir du bureau, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Une petite boussole en laiton. Grand-père me l'avait offerte quand j'étais parti pour ma formation. La gravure au dos disait « Garde le cap », j'ai refermé ma main dessus. Pendant un instant, j'ai pensé à redescendre au pas de course et à dire à mes parents exactement ce que je pensais d'eux. Mais on nous apprend à contrôler nos réactions. L'émotion améliore rarement une situation. Alors, j'ai fermé mon sac et je l'ai descendu. Mes parents étaient assis dans la cuisine quand je suis entré. Mon père était passé à son 2e verre. Ma mère faisait défiler l'écran de son téléphone. « Déjà fini ?» a-t-elle demandé. « Oui. » « Bien. » Mon père s'est levé et s'est dirigé vers la porte de derrière. « Je vais t'aider avec les sacs. » L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'il faisait preuve de gentillesse. Puis il a ouvert la porte et est sorti. « Apporte-les » a-t-il dit. Je l'ai suivi dans l'allée. L'air du soir sentait le sel et l'herbe mouillée. Le soleil descendait bas sur l'eau derrière la maison. Ma voiture était garée près du garage. Avant que je puisse mettre mon sac à l'intérieur, mon père me l'a pris des mains et l'a jeté sur le bitume, près du trottoir. Le 2e sac a suivi. Puis il s'est dirigé vers la maison. « Ça devrait suffire » a-t-il dit. Ma mère est apparue sur le pas de la porte. « Oh » a-t-elle ajouté avec désinvolture.
Nous changeons les codes de sécurité ce soir. Et puis, ils ont fermé la porte. Tout simplement. Je suis resté sur le trottoir pendant un long moment. Les lumières des Porsche des voisins clignotaient de l'autre côté de la rue. Une corne de brume a résonné faiblement au loin dans la rade. J'ai levé les yeux vers la maison, l'endroit où j'avais appris à faire du vélo dans l'allée, où grand-père m'avait enseigné la discipline et la patience, où les samedis matins sentaient les crêpes et le café. Maintenant, cela ressemblait à la propriété de quelqu'un d'autre. J'ai ramassé mes sacs et je les ai chargés dans le coffre de ma voiture. Pour la première fois depuis des années, je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais dormir. En m'installant sur le siège conducteur, quelque chose que grand-père avait dit quelques jours avant sa mort m'est revenu à l'esprit. Sa voix avait été faible mais assurée. Lis tout attentivement, Amélie. Sur le moment, je pensais qu'il parlait de la vie en général. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était le notaire, et la première chose qu'il m'a dite a été « Capitaine Valois, vos parents ont-ils lu l'intégralité du testament ?» L'appel est arrivé tôt un mardi matin gris, alors que j'étais assise dans une brasserie routière près de Lorient. C'était le genre d'endroit qui semblait être là depuis toujours, avec des banquettes en vinyle, du café qui n'arrêtait jamais de couler et une serveuse qui appelait tout le monde ma belle. J'avais repris la route vers la base après avoir quitté Brest 2 jours plus tôt. J'avais passé la première nuit dans un modeste motel de bord de route et la seconde dans la chambre d'amis d'un ancien camarade de l'armée qui ne posait pas trop de questions. Mais ce matin-là, j'avais besoin de café. De vrai café. Le genre qui pèse lourd dans l'estomac et vous donne le temps de réfléchir. Les fenêtres de la brasserie donnaient sur un tronçon de national détrempé et une rangée d'arbres dénudés par l'hiver. Quelques hommes plus âgés étaient assis au comptoir et discutaient des conditions de pêche sur les Lornes. L'un d'eux portait une casquette d'ancien d'Indochine. Je me souviens avoir remarqué ce détail pour une raison quelconque. Je venais de terminer ma 2e tasse quand mon téléphone a vibré sur la table. L'écran affichait « Cabinet Deschamps et Associés, Brest ». Pendant un instant, je l'ai simplement fixé. Maître Deschamps n'était pas le genre de notaire qui appelait les gens à la légère. J'ai décroché. Capitaine Valois à l'appareil. Il y a eu une petite pause à l'autre bout. Bonjour, Amélie, a résonné la voix familière de Maître Henri Deschamps. Il avait l'air calme, mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans son ton, presque amusé. Bonjour, maître, ai-je dit. J'espère que je n'interromps rien d'important. Non, maître. Eh bien, a-t-il dit lentement, je voulais vous poser une question assez spécifique. J'ai attendu. Vos parents ont-ils lu l'intégralité du testament? La question m'a complètement prise au dépourvu. Je suppose que oui, ai-je répondu. Maître Deschamps a laissé échapper un petit souffle qui ressemblait étrangement à un rire étouffé. Eh bien, cela explique pas mal de choses. Je me suis redressé sur ma banquette. Je ne suis pas sûr de vous suivre, ai-je dit. Dites-moi, a-t-il poursuivi. Après la lecture, s'est-il passé quelque chose d'inhabituel? C'était une façon de le décrire. Ils m'ont jeté à la porte, ai-je dit simplement. Il y a eu un silence pendant un moment. Puis Maître Deschamps a ri. Pas bruyamment, pas de façon moqueuse, mais de ce rire retenu qu'un homme d'expérience laisse échapper quand une pièce de puzzle s'emboîte soudainement. Eh bien, a-t-il dit enfin, cela répond à ma question. Quelle question? S'ils ont pris la peine de tourner la page. J'ai froncé les sourcils. De tourner la page. Oui, a-t-il répondu. Le testament de l'amiral est un document assez détaillé. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Maître Deschamps, ai-je dit prudemment. Êtes-vous en train de me dire qu'il y a une suite? Oh, il y a bien plus qu'une suite. La serveuse est passée et a rempli ma tasse sans demander. Je l'ai à peine remarqué. Qu'est-ce que cela signifie exactement, ai-je demandé. Maître Deschamps a parlé lentement maintenant, choisissant ses mots avec soin. Cela signifie, a-t-il dit, que la section que nous avons lue l'autre jour n'était que la première partie de la structure successorale. Je me suis penché en avant. Vous êtes sérieux? Tout à fait. Un souvenir glacial m'a traversé l'esprit. Mon grand-père, assis dans sa bibliothèque quelques jours avant sa mort, sa main fine posée sur la mienne. Lis tout attentivement, Amélie. J'ai senti un petit frisson me parcourir le dos.
Que se passe-t-il si quelqu'un ne lit pas le document en entier, ai-je demandé. Eh bien, a dit doucement Maître Deschamps, cela dépend entièrement de son comportement. Cette phrase m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Quel comportement? Je pense, a-t-il dit, qu'il serait préférable que vous veniez à l'étude pour que nous puissions en discuter correctement. J'ai regardé la pluie rayer la vitre de la brasserie. Il me faudrait environ 3 heures pour retourner à Brest. J'ai demandé, dans combien de temps pouvez-vous me recevoir? Je pars tout de suite. Parfait, a-t-il répondu. Il y a eu une petite pause avant qu'il n'ajoute autre chose. Amélie, votre grand-père était un homme très méthodique. Oui, monsieur. Et il avait une compréhension remarquable de la nature humaine, ce que je savais déjà. Je crois, a poursuivi Maître Deschamps, qu'il s'attendait à ce que certaines personnes se comportent exactement comme elles l'ont fait. Ma prise s'est légèrement resserrée sur le téléphone. Que êtes-vous en train de dire? Je dis, a-t-il répondu calmement, que l'amiral laissait rarement les choses au hasard. Puis il a ajouté une dernière phrase. Vous devriez vraiment entendre le reste de ce testament. Le trajet vers Brest a semblé plus long que d'habitude. Le temps était devenu froid et humide, le ciel formait une couverture grise et terne s'étirant au-dessus de la voie express N165. La circulation avançait régulièrement mais lentement. Les camions semi-remorques bourdonnaient en passant comme des murs mouvants. Pendant la majeure partie du trajet, je n'ai cessé de rejouer les mots de Maître Deschamps dans ma tête. S'ils ont pris la peine de tourner la page. Cette expression me restait en mémoire. Mes parents avaient toujours été des gens impatients. Ils aimaient le début des choses, les grandes annonces, les résultats clinquants, les récompenses faciles, mais ils n'avaient jamais eu beaucoup de patience pour les détails. Grand-père, en revanche, vivait dans les détails. Chaque décision qu'il prenait comportait plusieurs niveaux de lecture. Quand j'ai enfin atteint le centre-ville de Brest, les rues étaient trempées par la pluie, et le vent du port portait l'odeur persistante du sel et du gazole. Les navires de la marine étaient ancrés au loin comme des géants d'acier silencieux. Le cabinet de Maître Deschamps était exactement le même que 2 jours plus tôt. Du bois ciré, des diplômes encadrés, une lampe en laiton diffusant une lumière chaude sur la table de conférence. Il s'est levé quand je suis entré. Capitaine Valois, a-t-il dit avec un petit hochement de tête. Maître. Je me suis assise en face de lui. Pendant un instant, il m'a étudié attentivement. Je suis désolé pour votre grand-père, a-t-il dit sincèrement. Merci. Puis il a ouvert l'épais dossier posé sur le bureau entre nous. Ceci, a-t-il dit en tapotant la pile de papier, est l'intégralité du testament et des directives successorales de l'amiral Valois. Il a tourné plusieurs pages lentement. Le léger bruissement du papier a rempli la pièce. Je dois admettre, a-t-il poursuivi, que je soupçonnais que quelque chose allait se produire. Vraiment? Eh bien, a-t-il dit pensivement, l'amiral m'avait spécifiquement demandé d'attendre 48 heures avant de vous contacter si certaines conditions étaient remplies. Mon cœur a raté un battement. Quelles conditions? Maître Deschamps a ajusté ses lunettes. La condition, a-t-il précisé, que vos parents violant le testament. La pièce est soudainement devenue très silencieuse. Que voulez-vous dire? Il a glissé une page vers moi. En haut, on pouvait lire la mention clause d'héritage conditionnel. Maître Deschamps a croisé les mains. Voyez-vous, Amélie, a-t-il dit doucement, vos parents ont bel et bien hérité du manoir. Oui, mais uniquement sous des conditions très spécifiques. J'ai baissé les yeux vers le document. La signature de mon grand-père figurait au bas de la page à l'encre ferme et régulière. Maître Deschamps a souri faiblement, et d'après ce que vous m'avez dit au téléphone, il a tapoté doucement le papier, ils ont enfreint ces conditions en moins de 24 heures. Ma poitrine s'est serrée. Que se passe-t-il dans ce cas? Maître Deschamps s'est adossé à son fauteuil. Eh bien, a-t-il dit calmement, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Maître Deschamps a fait glisser le document sur le bureau verni vers moi. Le papier en lui-même n'avait rien d'extraordinaire. Juste du jargon juridique, des paragraphes denses, des clauses numérotées, le genre de texte que la plupart des gens survolent parce qu'ils supposent que l'essentiel a déjà été dit. C'est manifestement ce qu'avaient fait mes parents. J'ai relu l'entête. Clause d'héritage conditionnel. Pendant un instant, je n'ai pas parlé. La pièce était silencieuse à l'exception du doux tic-tac d'une horloge quelque part derrière moi.
Prenez votre temps, a dit Maître Deschamps. J'ai commencé à lire. Les premières lignes expliquaient que la résidence principale de l'amiral, la propriété en bord de mer, ainsi que certains véhicules et actifs, passeraient initialement à mes parents. Cela, je le savais déjà. Mais la section suivante m'a glacé le sang. L'héritage, y était-il stipulé, était conditionnel. Mes parents étaient tenus de respecter 3 obligations spécifiques. La première condition disait, les bénéficiaires doivent accorder au capitaine Amélie Valois le droit de résidence permanente au sein du domicile familial aussi longtemps qu'elle le souhaitera. J'ai cligné des yeux et j'ai relevé la tête. Maître Deschamps a fait un petit signe de tête. Continuez à lire, a-t-il dit. La deuxième condition suivait immédiatement, le capitaine Amélie Valois conservera une autorité partagée concernant la gestion et la préservation de la propriété domaniale. Autorité partagée. Pas invitée, pas visiteuse. Autorité. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Puis j'ai lu la troisième condition, les bénéficiaires devront maintenir et soutenir la fondation Amiral Thomas Valois pour les vétérans, telle que définie dans les directives successorales. Cette fondation avait été la passion de mon grand-père au cours des dernières années de sa vie. Il avait dépensé une énergie considérable pour aider les anciens combattants vieillissants à trouver un logement, des soins médicaux et une communauté. Mes parents avaient toujours considéré ce projet comme une nuisance. J'ai baissé les yeux sur la page. Il y avait encore une section en dessous de ces conditions. Le dernier paragraphe, la clause d'application. J'ai arrêté de lire pendant plusieurs secondes. J'ai simplement fixé les mots. Puis j'ai relevé lentement la tête. Maître Deschamps m'observait attentivement. « Vous voyez le problème » a-t-il dit doucement. Mes parents m'ont mise à la porte. Oui. Ils ont changé les codes de sécurité. Oui. Et ils m'ont dit que je ne faisais plus partie de la famille. Maître Deschamps a croisé les mains sur le bureau. Juridiquement parlant, a-t-il dit calmement, ils ont violé le testament en moins de 24 heures. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre silencieux. Je me suis adossé à ma chaise, essayant d'assimiler la réalité de ce que je venais de lire. Mon grand-père savait. Il avait prédit exactement ce qui allait se passer. Un étrange mélange d'émotions m'a envahi. De la surprise, de la satisfaction, puis de la tristesse, car rien de tout cela ne ressemblait à une vengeance. Pas vraiment. Cela ressemblait plutôt à une leçon que mon grand-père avait minutieusement échafaudée. Il savait, ai-je murmuré. Maître Deschamps a légèrement incliné la tête. Oui. Comment ? Le vieux notaire a souri faiblement. Amélie, j'ai travaillé avec votre grand-père pendant près de 30 ans. Il s'est calé au fond de son fauteuil. L'amiral Valois comprenait les gens mieux que la plupart des juges que j'ai rencontrés. J'ai repensé à la dernière conversation que j'avais eue avec grand-père dans sa bibliothèque. Les gens se révèlent quand la ligne d'ancrage cède. Il ne parlait pas seulement de façon métaphorique. Il préparait le piège. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maître Deschamps a ouvert un autre dossier. Techniquement, au moment où vos parents vous ont expulsé de la propriété, la clause conditionnelle s'est activée. Donc, la maison vous appartient légalement. La phrase est restée suspendue en l'air. Même l'entendre prononcer à voix haute semblait irréel. Cela inclut la Tesla, a-t-il ajouté. Et les portefeuilles d'investissement liés au domaine. J'ai poussé un lent soupir. Je m'en fiche de la Tesla. Maître Deschamps a ri doucement. Votre grand-père s'en doutait. Il a poussé un autre document vers moi. Voici le certificat de transfert. J'ai parcouru la page. Un jargon juridique, des documents de propriété, des formulaires notariés officiels, tout était déjà préparé. Vous vous y attendiez, ai-je dit. Je m'en doutais, a-t-il corrigé. Et votre grand-père m'avait donné pour instruction de préparer les papiers à l'avance, au cas où. Je me suis frotté le front. C'était encore difficile à digérer. Et qu'en est-il de mes parents ? La voix de Maître Deschamps est restée impassible. Ils seront officiellement notifiés une fois le transfert finalisé. Combien de temps cela prendra-t-il ? Quelques jours. Et puis il a eu un petit haussement d'épaule. Ensuite, le propriétaire légal des lieux pourra décider qui est autorisé à y vivre. Le sens était évident.
Le même pouvoir que mes parents avaient utilisé contre moi reposait désormais silencieusement entre mes mains. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui me trottait dans la tête depuis que j'avais commencé à lire le document. Mon grand-père a-t-il laissé une explication? Maître Deschamps a souri. À vrai dire, oui. Il a rouvert le dossier et en a sorti une enveloppe scellée. Mon nom était écrit sur le devant, de cette écriture appliquée que je connaissais si bien. Amélie. Ma gorge s'est légèrement nouée. Il a demandé à ce que vous la lisiez en privé, a dit Maître Deschamps. J'ai gardé l'enveloppe en main un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. La lettre était écrite avec les mêmes lettres majuscules nettes qu'il utilisait pour tout. Amélie, si tu lis ceci, c'est que les événements se sont probablement déroulés comme je le soupçonnais. Ne sois pas en colère. Les gens révèlent leur caractère quand le confort remplace la discipline. J'ai dégluti. Tes parents n'ont jamais été des gens cruels par nature, mais ils sont devenus négligents face à leurs responsabilités. Cet arrangement n'a pas été conçu pour les punir. Il a été conçu pour te montrer à qui tu peux faire confiance quand le vent tourne. Ma vue s'est légèrement brouillée en lisant la ligne suivante. Tu as toujours eu la meilleure boussole de cette famille. Garde le cap, j'ai lentement baissé la lettre. La pièce semblait très calme. Maître Deschamps a étudié mon expression mais ne m'a pas interrompu. Finalement, j'ai levé les yeux. Donc, la maison est à moi. Oui. Et mes parents ne le savent pas encore. Pas encore. Un calme étrange s'est alors emparé de moi. Le genre de calme qui précède une décision majeure. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Maître Deschamps. Oui. Je pense qu'il est temps de rendre visite à mes parents. Le notaire a eu un fin sourire. J'espérais que vous diriez ça. Dehors, le vent venant du port s'était levé. Des nuages de tempête s'amoncelaient au-dessus de la rade. Et pour la première fois depuis les funérailles de mon grand-père, j'ai senti que la situation allait peut-être tourner à mon avantage. 3 jours plus tard, je suis retourné en voiture au manoir. Le temps s'était dégagé pendant la nuit, et le ciel breton s'étirait, vaste et bleu pâle, au-dessus de la rade de Brest. La même route que j'avais empruntée des centaines de fois en grandissant me semblait presque inhabituelle maintenant. Des maisons bordaient la rue paisible longeant l'eau, leurs pontons s'avançant vers l'eau vert-de-gris comme de longs doigts de bois. Ma voiture a avancé lentement vers la fin de la route, vers la maison. Pendant un instant, j'ai réalisé à quel point il était étrange de retourner dans un endroit qui m'appartenait légalement, mais dont l'atmosphère émotionnelle restait incertaine. Une semaine plus tôt, on m'en avait chassé comme une étrangère. Maintenant, c'était moi qui détenais les papiers. À côté de moi, sur le siège passager, se trouvait une pochette en cuir contenant plusieurs documents officiels portant les sceaux de la préfecture et les signatures notariales. Transfert de propriété, activation de la succession, certification légale. Maître Deschamps avait insisté pour que tout soit fait dans les règles. La justice fonctionne mieux, m'avait-il dit ce matin-là dans son bureau, lorsqu'elle arrive discrètement et sans ambiguïté. J'appréciais cela. Il n'y avait rien de bruyant ou de théâtral dans ce qui allait se passer. C'était simplement la vérité qui rattrapait les gens. Quand je me suis engagé dans la longue allée, la première chose que j'ai remarquée, c'est la Tesla garée près de l'entrée principale. Mon père l'avait placée là comme un trophée. Le manoir lui-même semblait identique à lui-même, mur de pierre, grand porche, haute fenêtre captant la lumière de l'après-midi. Mais quelque chose semblait différent maintenant. Peut-être était-ce de savoir ce que mon grand-père avait discrètement arrangé en coulisses. Ou peut-être était-ce le calme qui vous envahit quand vous savez exactement où vous en êtes. Je me suis garé et je suis sorti de la voiture. Le vent portait l'odeur familière de l'eau salée à travers la pelouse. Pendant un instant, je suis resté immobile à regarder la maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie. Grand-père avait l'habitude de dire, les bâtiments se souviennent des choses. Si c'était vrai, ces murs avaient été témoins d'une sacrée histoire. Des dîners d'anniversaire, des disputes, des rires, et maintenant, ça. En montant les marches du porche, j'ai entendu des voix à l'intérieur, plus de 2. Mes parents recevaient. Cela ne m'a pas surprise. Ma mère n'avait jamais pu résister à une réception mondaine, surtout si elle pouvait y afficher sa réussite. À travers la grande fenêtre de devant, j'ai vu plusieurs silhouettes bouger dans la salle à manger.
Les verres en cristal reflétaient la lumière du lustre. Quelqu'un a ri bruyamment. J'ai frappé. Un instant plus tard, la porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là dans une robe bleu pâle, ses cheveux parfaitement coiffés, un verre de vin blanc à la main. Quand elle m'a vu, son sourire s'est évanoui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai soutenu son regard calmement. Je suis rentré à la maison. Son expression s'est durcie. Je t'avais dit. Oui, ai-je dit doucement. Tu l'as fait. Derrière elle, plusieurs invités avaient remarqué la conversation et s'étaient tournés pour regarder. J'en ai reconnu deux, des voisins de la rue et l'un des amis du club de golf de mon père. Mon père est apparu dans le couloir derrière ma mère. Son visage s'est crispé quand il m'a vu. Amélie, a-t-il dit sèchement. Ce n'est pas le moment. En fait, ai-je répondu, c'est exactement le moment. Je suis entré sans attendre d'en avoir la permission. La pièce est devenue silencieuse. Mon père s'est avancé en baissant la voix. Tu dois partir avant que nous ne fassions un esclandre devant tout le monde. J'ai lentement ouvert ma pochette en cuir. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mon père a baissé les yeux sur les documents que je tenais à la main. Qu'est-ce que c'est ? De la paperasse. Ma mère a croisé les bras. Nous avons déjà réglé l'histoire du testament. Oui, ai-je dit. Vous avez réglé la première page. Cela a attiré leur attention. Mon père a froncé les sourcils. De quoi parles-tu ? J'ai sorti le premier document du dossier et je le lui ai tendu. Il l'a pris à contre-cœur. Qu'est-ce que c'est ? Les mots dans la pièce ont soudainement semblé peser plus lourd. Il a parcouru la page rapidement. Puis, une seconde fois. La couleur a quitté son visage. C'est impossible. Ma mère s'est penchée par-dessus son épaule. Qu'est-ce que c'est ? Ses yeux ont balayé le document. Puis elle m'a foudroyé du regard. Quelle est cette supercherie ? Aucune supercherie, ai-je dit calmement. Juste le reste du testament. La voix de mon père s'est étranglée. Cette maison nous appartient. Plus maintenant. Ma mère a secoué la tête. Tu ne peux pas débarquer ici avec de faux papiers. Ils sont certifiés, ai-je répondu. Enregistrés à la préfecture il y a 2 jours. Mon père a regardé à nouveau le document. Ses mains commençaient à trembler légèrement. Ce notaire ne ferait pas, il l'a fait. J'ai sorti une autre page du dossier. La clause d'héritage conditionnel. Mon père a lu le titre à voix haute. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. Héritage conditionnel. Derrière nous, les invités du dîner étaient devenus complètement silencieux. L'un des voisins s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Ma mère a arraché le papier des mains de mon père. Ses yeux ont défilé rapidement sur le texte. J'ai observé le moment où elle a percuté, la seconde exacte où elle a compris. Son visage a blêmi. Ça ne peut pas être exact, a-t-elle dit doucement. Ça l'est. Mon père m'a regardé lentement. Tu veux dire que... Oui. À la seconde où vous m'avez jeté à la porte de la maison, ai-je dit, vous avez violé le testament. Le silence a empli la pièce. Le seul son était le faible tic-tac de l'horloge du couloir. Les épaules de mon père se sont légèrement affaissées. Tu es sérieuse. Je le suis toujours. Il a balayé la salle à manger du regard, comme s'il essayait de trouver une explication sur les visages de ses amis. Il n'y en avait aucune. Finalement, il a repris la parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La question flottait dans l'air. Une semaine plus tôt, il m'avait demandé la même chose lorsqu'il avait balancé mes valises dans l'allée. Seulement maintenant, les rôles étaient inversés. J'aurais pu dire beaucoup de choses. J'aurais pu répéter ces mots, maintenant, tu es à la rue. Mais la voix de mon grand-père résonnait doucement dans mon esprit. Garde le cap. Alors, à la place, j'ai dit autre chose. Je le déciderai très bientôt. Et pour la première fois depuis la lecture du testament, mon père a eu sincèrement l'air terrifié. Après le départ des invités, la maison est devenue extrêmement silencieuse. Ce genre de silence a un poids. Il se glisse dans les coins, plane au-dessus des tables, s'appuie contre les murs. Quelques minutes plus tôt, la salle à manger était remplie de rires forcés,
de tintements de verre et des murmures étouffés de personnes faisant semblant de ne pas assister à l'effondrement d'une famille en temps réel. Maintenant, il n'y avait plus que le doux ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine, et le bruit lointain de l'eau clapotant contre les piliers du ponton. Mon père se tenait près du buffet, une main appuyée contre le bois verni. Ma mère était restée à la table de la salle à manger, tenant toujours la clause d'héritage conditionnel, comme si la lire suffisamment de fois pouvait en changer les mots. Aucun des deux ne me regardait. Je me tenais au bout de la table, ma pochette en cuir sous le bras, un étrange mélange de force et de tristesse m'envahissant. C'était le moment que j'avais imaginé pendant le trajet, le moment où la vérité leur éclaterait au visage. Je pensais que ce serait un sentiment de triomphe. Ce n'était pas le cas. C'était un sentiment de lourdeur. Ma mère a finalement rompu le silence. Il nous a tendu un piège, a-t-elle dit doucement. Je l'ai regardé. Non, ai-je répondu. Il vous a dit qui vous deviez être. Vous avez fait vos propres choix. Elle a relevé brusquement la tête, mais elle n'avait rien à répondre à cela. Mon père s'est raclé la gorge. Amélie, nous devrions peut-être nous asseoir et en parler. Il fut un temps dans ma vie où j'aurais sauté sur cette occasion. Où j'aurais confondu de la décence tardive avec de véritables remords. Mais l'âge, le service militaire et la déception apprennent à entendre ce qui est réellement dit. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait limiter les dégâts. Alors j'ai dit, vous avez eu l'occasion d'en parler quand vous avez mis mes sacs sur le trottoir. Le coup a porté. Il a baissé les yeux sur la table. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis je me suis retourné et j'ai quitté la salle à manger, traversant le couloir pour me diriger vers la bibliothèque. Dès que j'y ai posé le pied, j'ai senti ma gorge se nouer. La pièce sentait exactement comme toujours, le vieux cuir, le bois ciré, le papier et la légère trace de tabac à pipe qui imprégnaient les étagères depuis des années. Bien que grand-père ait arrêté de fumer depuis longtemps, la lampe à abat-jour vert trônait toujours sur la petite table à côté de son fauteuil. Une paire de lunettes de lecture reposait sur une biographie de l'amiral de Grasse. Par les hautes fenêtres, la rade s'étirait dans l'obscurité grandissante, bleu argenté sous la dernière lumière du soir. C'était la pièce où mon grand-père avait passé les dernières années de sa vie. La pièce où il m'avait enseigné le devoir, la discipline, et le fait de ne pas confondre les sentiments avec de la faiblesse. Il disait souvent qu'une personne devrait avoir une pièce au monde où la vérité est autorisée à siéger sans être dérangée. Pour lui, ça avait été celle-ci. J'ai traversé jusqu'à son bureau et j'ai posé légèrement mes doigts sur le bord usé du bois. Chaque tiroir avait sa fonction. Chaque objet avait sa place. Il était ordonné au point d'en faire un rituel. Enfant, je le taquinais à ce sujet. Il répondait toujours de la même façon, l'ordre te garde honnête quand l'émotion essaie de prendre les commandes. Au centre du bureau se trouvait une petite boîte en bois que je ne me souvenais pas avoir vue auparavant. Elle était en noyer sombre, lisse et simple, à l'exception d'un fermoir en laiton. Dessus reposait une enveloppe avec mon nom écrit de sa main. Amélie. Je l'ai fixé un moment avant de m'asseoir dans son fauteuil. Mes doigts étaient plus calmes que je ne l'aurais cru en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée de plusieurs pages. J'ai déplié la première feuille et j'ai commencé à lire. Amélie, si cette lettre est entre tes mains, alors tu en as déjà vu assez pour savoir que je m'attendais à des problèmes après ma mort. Je n'en tire aucun plaisir. Mais là j'accorde à un homme une certaine lucidité. J'ai eu de nombreuses décennies pour observer les forces et les faiblesses de notre famille. L'amour n'exige pas l'aveuglement et la loyauté n'excuse pas la lâcheté. J'ai fait une pause, entendant déjà sa voix dans ses mots. Tes parents ne sont pas nés égoïstes. Très peu de gens le sont. L'égoïsme grandit généralement lentement, arrosé par le confort, le ressentiment, la vanité, et l'habitude de croire que quelqu'un d'autre paiera toujours l'addition. Je les ai vus sombrer là-dedans au fil des ans. J'ai essayé, parfois trop doucement, de corriger cela. À la fin, j'ai choisi une autre méthode. J'ai dégluti et j'ai continué ma lecture. Le testament n'a jamais été écrit pour les humilier. Il a été écrit pour les révéler. S'il t'accueillait, s'ils s'occupaient de cette maison de manière responsable et soutenaient la fondation des vétérans, alors ils auraient prouvé qu'ils étaient dignes de l'héritage. S'ils te chassaient, alors ils prouveraient le contraire. J'ai laissé la page s'abaisser légèrement. Les révéler. C'était exactement ce qu'il avait fait. J'ai continué à lire.
Maintenant, je dois te dire quelque chose de plus important. Si le domaine t'est revenu à cause de leur échec, alors tu feras face à ta propre épreuve. Et c'est la plus difficile. Le pouvoir arrive souvent en portant le masque de la justice. Il te murmure que parce que tu as été lésé, tu as le droit de blesser en retour. Ne l'écoute pas trop vite. Je me suis adossé à mon fauteuil. Dehors, une mouette a crié quelque part au-dessus de l'eau. Tu as tout à fait le droit de les renvoyer de cette maison si tu l'estimes nécessaire. Mais avant d'agir, pose-toi une question, quelle décision laissera ton caractère intact? La vengeance peut satisfaire une blessure d'amour-propre pour un instant. Le caractère est ce qui tient compagnie à une personne pour le reste de sa vie. Cette phrase m'a frappé plus durement que tout le reste. Parce que, jusqu'à ce moment-là, une partie de moi voulait qu'il ressente exactement ce qu'il m'avait fait ressentir. L'humiliation, l'impuissance, le choc glacial de réaliser qu'il n'y avait aucun filet de sécurité. Je voulais qu'ils se tiennent sur le trottoir en regardant la seule maison qui ait jamais compté pour eux. Et mon grand-père le savait. Évidemment qu'il le savait. J'ai tourné la dernière page. Le véritable héritage que je te laisse n'est ni la maison, ni la voiture, ni aucune somme d'argent. C'est l'opportunité de choisir différemment de ceux qui t'ont précédé. Si tu peux rendre la justice sans cruauté, imposer des limites sans haine, et préserver ta dignité sans abandonner ta compassion, alors tu auras compris tout ce que j'ai toujours essayé de t'enseigner. Prends soin de la fondation pour les vétérans. Prends soin de la maison si tu la gardes. Et si tes parents trouvent un jour l'honnêteté de se repentir, laisse la porte juste assez ouverte pour qu'ils puissent la franchir eux-mêmes. Garde le cap, grand-père. Pendant un long moment, je suis resté assise là, la lettre entre les mains. La pièce s'était assombrie autour de moi. La dernière lumière s'estompait aux fenêtres, et les contours des maquettes de navires sur les étagères s'étaient fondus dans la pénombre. J'ai senti des larmes monter, non pas des larmes chaudes de colère, mais ces larmes plus douces qui coulent quand l'amour et le chagrin se rencontrent. Il continuait de m'enseigner. Même maintenant. De petits coups ont résonné à la porte de la bibliothèque. J'ai levé les yeux. C'était Maître Deschamps. J'avais presque oublié qu'il était encore dans la maison, en train de parler avec mes parents dans le hall après le départ des invités. Il est entré prudemment, a fermé la porte derrière lui et a jeté un coup d'œil à mon visage. Je suppose qu'il vous a laissé une lettre. J'ai hoché la tête. Il m'a laissé un examen final, ai-je répondu. Cela l'a fait sourire. Oui, a-t-il dit. Cela ressemble bien à l'amiral. J'ai plié soigneusement les pages et je les ai remises dans l'enveloppe. Je pourrais les mettre à la porte ce soir, ai-je dit doucement. Maître Deschamps n'a pas répondu immédiatement. Il s'est approché de la fenêtre, a regardé la rade, puis s'est tourné vers moi. Oui, a-t-il dit. Vous le pourriez. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Non, ai-je admis. Je ne crois pas que ce soit le cas. J'ai poussé un long soupir et je me suis levé. Alors je sais ce que je vais faire. Maître Deschamps m'a observé pendant un instant, puis a hoché lentement la tête. Et qu'est-ce que c'est? J'ai baissé les yeux vers la lettre une fois de plus avant de répondre. Je vais les confronter aux conséquences de leurs actes, ai-je dit, sans pour autant devenir cruel. Et pour la première fois depuis les funérailles, j'ai eu l'impression d'avoir un sol solide sous mes pieds. Le lendemain matin, l'atmosphère de la maison semblait différente. La lumière du soleil se déversait à travers les hautes fenêtres faisant face à la baie, transformant l'eau à l'extérieur en une nappe d'or pâle. Pendant un instant, je suis resté dans la cuisine avec une tasse de café noir, à observer le lent mouvement des bateaux au loin. Le même paysage que mon grand-père avait contemplé pendant des décennies. C'était calme, paisible, mais pas vide. Pour la première fois depuis son enterrement, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Derrière moi, j'ai entendu le doux glissement de pas. Mon père est entré dans la cuisine d'un pas lent. Il paraissait plus vieux que la veille. L'assurance qu'il avait toujours portée dans les soirées, lors de négociations, dans ses conversations et les réunions mondaines, s'était évaporée. Il s'est raclé la gorge. Tu es debout de bonne heure. L'habitude, ai-je répondu. Il a hoché la tête maladroitement. Les horaires militaires ont tendance à vous suivre bien après que l'alarme a fini de sonner. Pendant quelques instants, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis tourné vers lui.
Je ne suis pas surprise. Il s'est passé la main dans les cheveux, regardant la cuisine comme s'il la voyait pour la première fois. Tu es vraiment la propriétaire de la maison, maintenant? Oui. Le mot est tombé entre nous avec une finalité silencieuse. Il s'est appuyé contre le plan de travail. Je suppose que tu pourrais nous dire de partir. Je le pourrais. Un autre silence a suivi. Puis ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient simplement tirés en arrière, et la confiance mordante qu'elle affichait pendant le dîner s'était adoucie en quelque chose qui ressemblait davantage à de l'incertitude. Amélie, a-t-elle dit prudemment. J'ai attendu. Nous te devons des excuses. Ce ne fut pas un moment dramatique. Pas de larmes, pas de grands discours, juste une phrase simple prononcée dans une cuisine silencieuse. Mais après tout ce qui s'était passé, cela comptait. Mon père a hoché la tête lentement. Nous avons très mal géré les choses, a-t-il dit. Très mal. Je les ai étudiés tous les deux. Pendant des années, j'avais voulu entendre ces mots, mais maintenant qu'ils étaient là, je réalisais quelque chose d'important. Des excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Elles ouvrent simplement une porte. Savoir si l'on décide de la franchir est une autre affaire. J'ai lu la lettre de grand-père hier soir, ai-je dit. Ma mère a relevé la tête. Il t'en a laissé une? Oui. Qu'est-ce qu'elle disait? J'ai pensé aux pages pliées dans ma poche. Il a dit quelque chose d'intéressant, ai-je répondu. Je me suis rapproché de la table de la cuisine et j'ai posé mon café. Il a dit, l'argent ne change pas les gens. Il m'observait en silence. Il fait juste tomber le masque. Mon père a baissé les yeux. Je suppose que nous l'avons prouvé. Oui, ai-je dit. Mais l'histoire n'est pas obligée de s'arrêter là. Cela a capté leur attention. Ma mère a légèrement froncé les sourcils. Que veux-tu dire? J'ai sorti 3 papiers du dossier que Maître Deschamps avait préparé. Le premier était l'acte officiel de transfert de succession. Le second était la charte de la Fondation Amiral Thomas Valois pour les vétérans. Le troisième était un simple accord. Je les ai étalés sur la table. Le manoir reste à mon nom, ai-je dit calmement. Ça ne changera pas, ils ont hoché la tête. Je m'y attendais. Mais vous ne serez pas mis à la porte, ai-je poursuivi. Tous deux ont levé les yeux brusquement. Vous pouvez rester ici, ai-je dit. Sous certaines conditions. Mon père a eu un sourire fatigué. Ça semble équitable. J'ai pointé le document de la fondation du doigt. Le programme d'aide aux vétérans s'agrandit. Grand-père a laissé suffisamment de fonds pour construire des logements de transition pour les anciens combattants vieillissants qui n'ont plus de famille. Ma mère avait l'air surprise. Je ne le savais pas, tu n'as jamais posé la question. La réplique a fait mouche, mais c'était la vérité. J'ai continué, les pavillons d'amis situés du côté et de la propriété vont être aménagés pour loger des vétérans et leurs conjoints. Mon père a étudié le plan. C'est en fait une bonne idée. C'était son idée, ai-je dit. Vous pourrez loger dans la petite dépendance près du jardin. Ma mère a cligné des yeux. Tu nous déménages hors de la maison. Je réaffecte la maison. Le bâtiment principal deviendrait le siège de la fondation. Des salles de réunion, des bureaux de soutien psychologique, des espaces communautaires pour les vétérans qui avaient passé des décennies à servir le pays mais qui avaient maintenant besoin d'un point de chute stable. Mon père s'est adossé lentement. Alors, le manoir de l'amiral devient un centre pour vétérans. Oui. Il a laissé échapper un petit soupir. Tu sais, il aurait aimé ça. J'ai souri légèrement. Je sais. Pendant un moment, nous sommes restés tous les trois assis en silence autour de la table. Finalement, ma mère a repris la parole. Tu es plus généreuse que nous ne le méritons. C'était peut-être vrai. Mais je me suis souvenu de quelque chose que mon grand-père m'avait dit un jour alors que nous réparions ensemble une vieille rambarde de ponton. La force, m'avait-il dit, c'est la capacité de choisir la retenue quand on a le pouvoir de ne pas l'utiliser. La vengeance aurait été facile. La cruauté aurait été simple. Mais aucune de ces deux choses n'aurait honoré l'homme qui m'avait élevé. Les mois ont passé. Les travaux de la fondation ont commencé rapidement. Des bénévoles sont arrivés. Des équipes d'ouvriers ont transformé les pavillons d'amis en logements confortables.
les vétérans ont commencé à arriver en petits groupes. Au début, c'étaient des marins à la retraite, d'anciens fusiliers marins, des veuves de militaires qui n'avaient nulle part où aller. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes et des femmes âgés qui avaient passé des décennies à servir le pays, pour découvrir que la retraite pouvait parfois s'avérer solitaire. Le manoir s'est lentement transformé. La salle à manger est devenue une salle de réunion. La bibliothèque est restée exactement telle que mon grand-père l'avait laissée. Son portrait trônait toujours au-dessus de la cheminée. Et à chaque fois que je passais devant, j'avais l'impression qu'il approuvait silencieusement la voie que nous avions choisie. Mes parents s'y sont faits, eux aussi. Ce ne fut pas facile pour eux au début. L'orgueil s'efface rarement du jour au lendemain. Mais quelque chose a changé lorsqu'ils ont commencé à rencontrer les vétérans qui passaient par la propriété. Mon père s'est mis à aider à l'entretien des pontons. Ma mère a commencé à organiser des dîners communautaires 2 fois par semaine. Un après-midi, près de 6 mois plus tard, mon père m'a rejointe sur le porche surplombant l'eau. Il s'est appuyé sur la rambarde à côté de moi. « Je repensais à ton grand-père », a-t-il dit. « Je le fais souvent. C'était un homme complexe. » Oui. Mon père a hoché la tête lentement. Mais il avait raison sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Il a regardé la rade, où une frégate de la marine avançait lentement vers le large. Le caractère compte plus que l'argent. J'ai un peu souri. C'était l'une de ses leçons préférées. Il a regardé la maison derrière nous. L'ancien manoir de l'amiral grouillait désormais de conversation, de mouvement et de détermination. Tu as transformé son projet en quelque chose de plus grand, a-t-il dit. Non, ai-je répondu doucement. C'est lui qui l'a fait. Le soleil descendait de plus en plus bas sur la rade de Brest, transformant l'eau en une nappe de cuivre et de lumière. Pendant un instant, j'ai imaginé mon grand-père debout à côté de nous, comme il le faisait autrefois, les mains croisées dans le dos, étudiant l'horizon. Et j'ai réalisé quelque chose. Le plus grand héritage qu'il m'ait laissé n'était pas la maison. Ce n'était pas la Tesla. Ce n'était pas l'argent. C'était l'opportunité de choisir qui je deviendrais lorsque le monde me mettrait à l'épreuve.